Pourquoi une université novatrice et indépendante pour un leadership animé par l'intelligence du cœur? Pourquoi il y aurait besoin de faire quelque chose de neuf? Pourquoi il n'y a pas déjà tout ça, en fait? Pourquoi faire aussi? Et pour qui? Si je reprends l'expression de Michel. Donc c'est à ces différents pourquoi que je vais essayer d'abord de répondre. Puis après, on va vous parler du quoi et du comment. Pourquoi transformer l'executive education? Jean-Noël, tu l'as dit, c'est pas parce qu'on voit sur des CV des magnifiques diplômes de certaines universités prestigieuses qu'on arrive à détecter si cette personne est animée par l'aptitude du cœur et si en plus elle est capable d'utiliser cette aptitude en tant que dirigeant. Il semble donc à Jean-Noël et à d'autres ici présents qu'il serait de bon goût de faire une évolution et peut-être même une révolution de l'éducation des dirigeants. Une des phrases bien connues de Saint-Exupéry est « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur ». Certes, sauf qu'à un moment donné, comment on fait ça en tant que dirigeant? Comment on peut rendre ça possible? Donc je vous ai mis cette phrase. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et c'est bien l'objectif de cette université, Heart Leadership University, c'est de rendre possible l'expression des aptitudes du cœur des dirigeants dans leurs fonctions. Et donc, ça nous permet de faire une petite excursion dans l'histoire et les imaginaires du leadership. Puisqu'on parle de leadership, c'est quoi le leadership au fait? C'était quoi le leadership il y a 2000 ans, il y a 500 ans, il y a 50 ans? Quelles sont les représentations mentales du leader qu'on a? Qu'est-ce que c'est qu'un leader désirable? Qu'est-ce que c'est qu'un leader efficace? Qu'est-ce que c'est qu'un leader reconnu? Donc, vous connaissez certainement et vous avez vos propres imaginaires du leadership. Le leader guerrier, le leader dominateur, le leader grand sage, le leader partenarial, le leader rayonnant. Il y a une infinité de mots pour décrire le leadership, et puis certains vont aimer le Bushido ou la version asiatique, d'autres vont parler de la quête du Graal et de la quête du sens. Ce qui est à peu près certain aujourd'hui dans ce monde chaotique qu'on a entendu en musique, c'est qu'il est probable que les acteurs actuels et que les finalités actuelles de l'executive education majoritaire ne soient pas de nature à former un leadership désirable, un leadership sympathique, un leadership humain, un leadership orienté vers l'avenir. Et donc, face à un certain nombre de crises que l'on connaît et qui ont toutes été citées dans l'introduction, crise de l'autorité, défis économiques, socio-écologiques, la transformation du leadership dans ses imaginaires et dans sa réalité soit inéluctable. Le deuxième point qui est intéressant, c'est de s'appuyer plutôt sur les ressorts internes positifs des uns et des autres pour un leadership souhaitable et désirable, inspiré par la vie, animé par le cœur. Dans cette quête d'alignement et de sens, comment on peut, en tant que dirigeant dans un univers économique parfois difficile, et même souvent très difficile, utiliser cette intelligence du cœur qui est une aptitude qu'on a tous? Et qu'est-ce que c'est que l'intelligence du cœur? Alors on a beaucoup travaillé sur toute la première partie de l'année pour essayer de mettre des mots sur l'intelligence du cœur, alors que justement c'était un ressenti. On en a trouvé 3. Intelligence émotionnelle, qui a déjà été citée, intuition et courage. Pour ne pas décider seulement avec des chiffres, alors avec quoi on peut décider? On peut décider avec l'intuition. On peut avoir le courage d'agir, on peut avoir le courage de passer aux actes quand ça a l'air difficile. Donc l'intelligence du cœur, pour ce projet d'université, on la situe sur ce triangle intelligence émotionnelle, intuition et courage. Donc je vous ai dit un petit peu le pourquoi et le contenu de cette révolution de l'éducation des leaders. Après, je vais être un peu plus spécifique sur le projet lui-même. Nous avons l'intention de mettre en forme et de mettre sur pied et de co-développer et de co-construire une structure non lucrative dont la mission est de développer l'intelligence du cœur des dirigeants et de les outiller et de les accompagner pour ce faire. La première chose qu'on a mis en place, une des toutes premières choses qu'on a mis en place, c'est un comité de sages. On a beaucoup discuté de est-ce que ces personnes sont plus sages que vous et moi? La réponse est sans doute pas. Est-ce qu'ils ont, par leur expérience vécue et par leur personnalité, beaucoup à apporter à cette université? On le pense. Alors vous avez ici les sages. Fabrice qui vient d'arriver, je ne sais pas où il est au fond là-bas. Fabrice est un grand sage, courageux, persistant dans l'action, puisqu'il essaye de transformer Bouygues béton en Bouygues bois durable. Alors, tu m'excuses là, c'est un gros raccourci, mais notamment dans ta parcours professionnel, tu n'as jamais faibli sur cette intention d'aller vers un modèle économique durable, viable, responsable dans une des très grandes entreprises françaises. C'est un de tes rôles. L'autre était que tu es président du Cercle des directeurs du développement durable, qui est un groupe de dangereux révolutionnaires qui vise à essayer de transformer l'économie dominante française en autre chose. Alors,
On a aussi Geneviève, que vous avez eu l'occasion d'écouter à l'instant, qui a de tellement nombreux rôles que je ne pourrais pas tous les lister, mais qui est sage parce qu'elle sait parler de la difficulté de faire rentrer l'intelligence du cœur dans les référentiels de leadership existants. Comment, quand on parle de cœur, finalement, on est rapidement décrédibilisé? Comment les soft skills, c'est du mou? Comment ça n'intéresse personne alors qu'en fait, c'est fondamental? Jacques Fradin, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, qui est docteur en médecine et fondateur de l'Institut de médecine environnementale, qui est un grand sachant sur à la fois les ressorts du cerveau humain, la psyché des dirigeants, le leadership abusif, et parfois, il faut oser le dire, le leadership peut être abusif, et donc comment on reconstruit un leadership humain. Alain Grandjean, qui est économiste, entre autres casquettes, et président de la Fondation Nicolas Hulot. Michel Morvan, qui est un grand iconoclaste, mathématicien, informaticien, spécialiste des systèmes complexes, et Dieu sait que l'entreprise est un système complexe. Miroslav Radman, qui nous a insufflé cette idée de l'harmonie à l'échelle de la cellule et de l'harmonie à l'échelle du vivant et de l'harmonie à l'échelle des organisations humaines que sont les entreprises, et Elisabeth ici présente. Alors avec tous ces sages, on a réfléchi depuis quelques mois à quelle pouvait être la route pragmatique de développement d'une université de l'intelligence du cœur pour des dirigeants. Donc le comment. J'en arrive à mon troisième point, le pourquoi, le quoi et le comment de cette université. De la mission à l'action. On a pensé qu'il serait de bon ton de s'asseoir sur au moins 3 piliers, parce que si on a 2, on ne tient pas assis sur un tabouret. Le premier pilier, partager et faire rayonner ce que c'est que l'intelligence du cœur. Dans un projet généreux, non lucratif, il est de bon goût de se dire comment on peut partager quelque chose autour de ces enjeux, comment on peut diffuser des contenus libres, newsletters, magazines, podcasts, vidéos, etc. Comment on peut contribuer à forger un nouvel imaginaire du leadership incarné par des personnes ici présentes. Comment on peut faire des ateliers ouverts. Toute cette partie généreuse, elle est fondamentale dans l'émergence de cette dynamique collective parce qu'elle permet de partager des représentations, des aventures et des expériences. On a déjà donc en ligne une petite chaîne YouTube qui va grossir progressivement avec un certain nombre de vidéos spécifiquement créées et de playlists à thème pour les passionnés. Le deuxième pilier, c'est l'action. Forger une coalition de leaders animés par l'intelligence du cœur et surtout les outiller par un parcours dont je vais vous parler dans un instant, un parcours de transformation pour dirigeants, le parcours du cœur aux actes. Puis, accompagner et animer cette communauté dans la durée. Troisième pilier, quand on s'appelle université, ça peut nous amener à réfléchir au rôle de connaissance, de savoir, de recherche et d'observation, puis ensuite de diffusion. On s'est dit, si on fait un parcours de transformation pour dirigeants, qui va être le scribe, l'analyste, l'expert qui va regarder cette transformation se produire? Il nous paraît donc tout à fait indispensable d'avoir un troisième pilier qui est la recherche-action sur l'intelligence du cœur en entreprise. Est-ce qu'on arrive à voir l'évolution réelle des personnes et des organisations dans ces parcours? Quelles sont les paires de lunettes avec lesquelles on va éclairer ces transformations? Transformation de gouvernance, transformation des business models, transformation des modèles de management, transformation des boussoles de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on transforme? À quelle vitesse? Pourquoi? Quand? Comment? Arriver à raconter ces transformations vécues. Arriver à les documenter pour faire la preuve que c'est un chemin intéressant. Et puis donc, partager aussi toutes ces transformations réelles sous toutes les formes, que ce soit des publications assez sérieuses, épaisses, académiques de 200 pages, ou des versions beaucoup plus courtes et digestes de la même information qui est oui, c'est possible, et voilà ce qui s'est produit, et voilà pourquoi et comment ça s'est produit. Donc voilà, ça c'est les 3 piliers génériques de l'action de l'Université de l'intelligence du cœur. Pour que ça devienne concret, on commence par mettre sur pied un parcours pilote pour dirigeants, du cœur aux actes. Et le titre dit tout, qui est « On peut être animé par le cœur, mais pas toujours savoir comment le mettre en pratique en tant que dirigeant. » Comment aider des dirigeants, ensemble, entre eux, à passer à l'action? Quels seraient les éléments d'outils qu'ils n'auraient pas à disposition ou qu'on peut aider à mettre sur place? Un programme donc, qui est un programme de transformation et d'éducation, et non pas un programme de formation professionnelle classique. Un parcours en 8 sessions thématiques avec du présentiel et des modules, des éléments qui permettent de comprendre soi et les autres, un peu d'approfondissement de certaines disciplines, parce qu'on a aussi fait des sondages auprès des dirigeants. On était effarés de constater à quel point les hauts dirigeants ne prennent plus de temps pour se former. Ils sont débordés, et on le comprend bien. Ils sont totalement débordés. Combien arrivent à dire « j'ai lu un bouquin » ou « je suis allé à une conférence » ? Presque aucun. Dans les sondages qu'on a faits, c'est juste effrayant. Or, face à la complexité des enjeux et au virage à prendre, justement, ce serait extrêmement urgent d'aller se former, s'informer ou partager sur tous les nouveaux enjeux. Donc, du temps qu'on a mis donc, sur un parcours de 8 modules de 2 à 3 jours, donc 16
je vais y arriver, 16 à 20 journées étalées sur 16 mois. Donc c'est beaucoup et très peu. C'est très peu pour transformer quelqu'un et une organisation en profondeur. C'est beaucoup par rapport à ce que les uns et les autres font aujourd'hui. Et surtout, ça n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Donc dans la pratique du dirigeant, dès le jour 1 du programme, des défis de transformation de lui-même et de son organisation, de l'accompagnement, des échanges, des visites de sites, des échanges avec des dirigeants qui ont déjà engagé un certain nombre de transformations, ce qu'on appelle en termes de pédagogie du learning by doing. On se met les mains dans le cambouis, on fait des études de cas, on travaille ensemble à résoudre des problèmes, des situations réelles. Et on remplit un carnet de bord, un carnet de voyage, avec un point de départ différent pour chacun et une ligne d'arrivée que chacun se fixe et qui, heureusement, est évolutive. Donc, dans le détail, et ça sont des éléments que vous pourrez retrouver dans les différents documents du parcours du cœur aux actes, différents modules à thème. Je vous les liste pour que vous sachiez un petit peu qu'est-ce qu'on a mis finalement dans cette boîte à outils. Un premier module sur moi, mais moi en relation avec les autres. Moi, c'est bien, comprendre comment on fonctionne, son cerveau, ses émotions, mais dans comment on fonctionne en relation. Toutes les notions d'empathie, les notions d'intuition et de perception de ce qui nous entoure. Module 2, les humains, c'est bien. La planète, je ne vais pas dire c'est mieux, la planète, c'est bien aussi. Donc, l'amour du vivant et de la planète, comprendre qu'on est dans une maison commune, comprendre quelques lois de base de la biologie, comprendre que si la maison commune ne fonctionne plus très bien, eh ben, les humains dans cette maison commune non plus. Donc, comprendre en quoi tout est en relation et tout est lié. Et surtout aussi éclairer quels sont les nouveaux modèles économiques qui sont compatibles avec les limites planétaires. Troisième module, nouvelle forme de gouvernance financière et humaine avec le cœur. Il y a eu quelques exemples de cités. Pour faire des transformations massives dans l'entreprise, il faut que la gouvernance, un, ait envie, deux, le permette. Quels sont les modes de gouvernance qui permettent ce type de transformation? 4. Se libérer du connu, vaincre ses peurs, oser être soi, oser être vrai. Là, on rentre dans le courage, on rentre dans le passage à l'action. Donc, il y a un certain nombre de défis de sortir de sa zone de confort, y compris pour des leaders très aguerris. 4. Innover avec le cœur. Et je sais que ça, c'est un sujet très cher à Jean-Noël. Innover pour des projets utiles au monde, utiles aux personnes. Innover dans le bon sens. Innover pas pour innover, innover pour vraiment apporter quelque chose de beau, de nouveau et différent. Et assez souvent, là, on se heurte à des questions éthiques, des questionnements éthiques profonds qui est, quand on innove, quand on crée quelque chose, ça peut avoir des conséquences sur ce qui est autour, comment on éclaire ces questions éthiques et comment on décide. Agir collectivement en entreprise, puisque le leader seul serait bien seul, comme tu l'as très bien rappelé, Elisabeth. Comment on peut donner et recevoir, agir ensemble en entreprise. Et j'arrive à peu près au bout. Compter ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment dans une entreprise? Qu'est-ce qu'on a envie de compter? Alors, des euros. Mais quoi d'autre que des euros? Voilà. Et est-ce qu'on peut compter ce qui est de l'ordre du cœur? Est-ce qu'il y a une matérialité de ces questions-là ou pas du tout? Et même si on ne compte pas, parce que Jean-Noël dit souvent, mais justement ça, il ne faut pas compter, il faut donner sans compter. Mais justement, c'est un indicateur, c'est qu'est-ce qu'on donne sans compter. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on compte, en fait, si on veut être un leader humain? Et le dernier module, pour finir en beauté, ça sera bien-être et performance, parce qu'après tout ça, on pense que nos candidats dirigeants à ce parcours auront besoin d'un temps de régénération interne pour continuer à agir dans la durée. Les intervenants du parcours, on les a déjà assez largement tous identifiés, ils ont confirmé leur envie d'aller éclairer ces différentes étapes du parcours. Il y a plus d'un quart qui sont des entrepreneurs, parce que ça va toujours mieux avec des récits d'entrepreneurs qui ont essayé, qui parfois se sont plantés, qui ont réessayé et qui l'ont fait. Il y a aussi des académiques, des coachs et des scientifiques, parce que chacun a son mot à dire, en fait, et il y a beaucoup de choses à apprendre. Je voudrais saluer Laurence Sélincourt, qui est dans la salle, qui est là, qui se cache là, qui est une de nos intervenantes, qui est une très grande dame de l'accompagnement des dirigeants, de la psychologie humaine, de la prospective stratégique, j'en passe, je ne peux pas faire tout ton CV. Laurence fait partie des intervenants poids lourds, parce que, pour moi, elle représente exactement ce qu'il nous faut pour passer du cœur aux actes, c'est-à-dire réactiver le courage des dirigeants. Vraiment les sortir d'un confort et d'un ronronnement dans lequel on se trouve tous, par conformité, par normes sociales, par habitude. Et je sais que Laurence sera capable, effectivement, de secouer cette équipe de participants du cœur aux actes. Tu as une première vie professionnelle en tant que basketteuse professionnelle de haut niveau en France. À ce titre, tu sais siffler sur les troupes et les faire se bouger. Donc je pense que la douceur et la fermeté peuvent aller de pair, et tu m'autorises à dire que Laurence incarne pour moi la puissance de la douceur. Donc, pour que ce programme soit utile et efficace et qu'il soit dans une logique d'apprentissage, parce que chacun de nous est apprenant et finalement personne n'est vraiment sachant de grand-chose, il n'y a qu'une seule chose qu'on sait, c'est comment ça se finit, mais sur le trajet, on ne sait pas trop. On a concocté
un parcours d'apprentis du nord au sud de la France. Un peu comme les compagnons du Tour de France ou les apprentis, parce que pour rénover l'éducation, parfois les vieilles recettes ne sont pas si bêtes. Donc un parcours d'apprentis avec des laboratoires d'exploration du leadership du XXIe siècle. Chez Humus, dans le Nord, terreau d'entrepreneurs d'une part, terreau de bon sens, volontairement en plus à contre-pied, puisqu'on pense qu'on va aller faire un module d'exploration sur les enjeux planète, non pas dans une réserve de biodiversité ou dans la forêt amazonienne, mais volontairement dans un terrain où il y a une forte densité urbaine, une forte activité économique, pour mettre en lumière le paradoxe de notre économie moderne. Ulteria en Bourgogne, ce qui sera une étape gastronomique réjouissante, mais surtout un lieu riche en compréhension de nouvelles formes de gouvernance. Alexis Nollet, le fondateur d'Ulteria, a développé un réseau d'entreprises dont le cœur de métier, c'est de mettre les étagères en bois dans les biocopes, si je le fais très court. Alors, il n'aimerait pas que je le présente comme ça, mais pour que vous compreniez d'où ça vient. Donc, c'est une entreprise aujourd'hui très florissante qui développe un écosystème d'entreprises, une école, une scierie, de la formation, des activités productives, avec une gouvernance originale, puisque eux aussi sont dans un schéma de fondation actionnaire. On ira faire un tour dans un ancien monastère en Haute-Loire, chez Sens et Croissance, pour rencontrer le frère Hugues Minguet, bénédictin, qui a écrit L'éthique ou le chaos. Tout est dans le nom. Voilà. Et qui travaille sur aujourd'hui un nouvel ouvrage qui s'appelle le Management, le moine management, le manager manque. Bon. Donc d'aller s'inspirer là encore, effectivement, d'un certain nombre de choses qui se discutent déjà depuis des siècles, qui est qu'est-ce qu'on peut comprendre des moines, et puis qu'est-ce qu'on peut travailler sur les questions éthiques. Et on fera une étape dans le sud, à Aix-Marseille, à la fois chez Naos, pour aller voir comment ça se passe chez Naos, et aussi dans le cours Rosanam, qui est une école dans les quartiers nord de Marseille, qui vise à essayer de développer autant que possible le potentiel humain des jeunes enfants qui sont là-bas, avec des pédagogies innovantes, pour se questionner sur l'éducation des plus jeunes comme sur l'éducation des dirigeants. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je pense que je vous ai raconté un peu des contenus du comment dans ce parcours d'apprenti. Et donc, je vais finir avec ça. Les laboratoires aussi qu'on souhaite mettre dans le parcours, c'est tout simplement les laboratoires des entreprises participantes au programme, puisque là aussi, on va apprendre plein de choses. Et le but, c'est bien de créer un groupe de pairs qui vont s'enrichir sur ces projets. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Tout ceci n'arrivera pas sans vous. Donc mon message de fin est assez simple, du pourquoi au comment. Le comment, c'est à construire ensemble avec des dirigeants cofondateurs de cette université, des dirigeants participants, pionniers à ce programme du Cœur aux Actes qui va démarrer en 2021, des mécènes pour les volets généreux de l'université que sont les contenus ouverts et la recherche, et des dirigeants témoins pour partager vos récits vécus. Voilà, donc j'ai dit tout ce que je souhaitais partager avec vous ce soir et j'ouvre la place aux échanges. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. J'ai une entreprise qui s'appelle Innate Motion et nous humanisons l'entreprise dans le monde. Et en fait, j'adore votre projet. J'ai 3 entreprises, mais je veux participer. Je veux aider avec mon expérience dans notre part du monde. Je ne parle pas parfaitement français, mais j'ai beaucoup de practice et tools pour aider vous avec votre mission. Donc, je suis volontaire. Merci beaucoup. Merci. D'autres réactions, réactions à chaud, questions? Pour donner corps à ce projet, oui. À l'idéal, combien faudrait-il de dirigeants, de mécènes, de participants? Sur les différents éléments, dirigeants, cofondateurs, on a à peu près ici un noyau de cofondateurs avec lequel on va certainement arriver à monter le projet sous forme d'une association non lucrative avec des partenaires cofondateurs. Toute personne qui a envie de se joindre à ce cercle de fondateurs est bienvenue. Mais en gros, avec 4 à 6 cofondateurs, on a déjà un socle et une diversité de profils solides pour avancer avec une vision partagée. Sur les participants au programme pilote, on cherche à monter un premier groupe de 10 à 12 participants. On en a une moitié, à peu près, mais une moitié, ce n'est pas assez. Avec 6, on a un groupe qui est trop petit et ça ne fait pas vraiment sens en termes de qualité d'échange. Donc on cherche activement 6 dirigeants cobayes prêts à monter à bord du parcours que j'ai décrit. Donc ce parcours est un chemin de transformation. Donc on vous a montré le prototype. Sur les mécènes, on entame une levée de fonds qui, pour avoir une idée de ce qu'on a en tête sur 3 ans, ça se chiffre à quelques millions d'euros. Et donc j'ai entamé, en attendant qu'on soit complètement aligné en cercle de cofondateurs, des recherches auprès de grandes fondations européennes.
Donc on cherche quelques millions d'euros pour la partie mécénat. Pour les dirigeants témoins, on en a déjà plusieurs pour le programme, mais là encore, tout récit vécu, cohérent, toute envie de partager et d'être un des témoins est bienvenu.